Ça va? Enfin, En forme? Casser ce truc-là, de ok, j'ai gagné un titre sur le circuit. je crois que t'es le joueur pour moi le plus atypique du circuit. Ça t'est jamais arrivé de faire un coup, Non, rendre fou les gens. non, mais vraiment jamais. Ça et ça à la cuillère, c'est vrai que t'as pas 1000 personnes qui le font. Les gens, à chaque fois que tu fais un écart, le republient, en parlent. Moi, mon kiff, ça serait de faire un set à Tomorrowland. Bienvenue à tous dans mon nouveau podcast Au filet avec Lucas, où je vais rencontrer des stars et personnages du tennis. J'ai le plaisir d'accueillir comme premier guest un joueur hors norme, une personne que j'apprécie particulièrement, et un mec qui laisse personne indifférent. Corentin Moutet, bienvenue. Merci beaucoup, belle introduction. Ah, c'était beau. Tout d'abord, comment tu vas? Ça va, hein, franchement, la vie est belle. Tout va bien. Tout va bien. Tous les feux sont au vert, la tête, le corps, tout. Content d'être ici, content de jouer. Puis un nouveau membre du top 30, qui, si je me trompe pas, c'est ton meilleur classement. Je sais que pour toi, t'es un joueur extrêmement ambitieux depuis toujours. C'est quoi? C'est un objectif de rentrer dans le top 30? C'est une étape supplémentaire? Bon, en fait, ça fait quelques années que je voulais être top 30 ou 32 pour être tête de série dans les grands chelems. J'ai toujours eu l'ambition évidemment d'aller plus haut que ça, mais dans un premier temps, j'ai l'impression que ça te donne plus de possibilités de faire ton année en avance. Ça donne un confort de programmation. Aussi, tu peux faire ta prog en fonction des grands chelems aussi, ce qui n'est pas le cas avant. Ça fait quelques années que j'ai l'impression que je peux y arriver et j'ai cette frustration pour plein de raisons diverses de pas y être. Et du coup, j'avais l'impression que mon niveau pouvait m'emmener déjà à ce classement-là. Donc, d'une certaine manière, je suis content d'être là. Après, évidemment, je vise plus haut, mais je suis content d'arriver enfin à ce truc-là que j'attends, depuis beaucoup de temps. Ouais, souvent, moi, j'avais le sentiment que dans une carrière, il y avait notamment en France, on parle souvent du top 100, qui est la première étape où on se matrixe un peu la tête avec ça. Et après, pour moi, vraiment, l'étape d'après, c'est être, comme tu l'as dit, tête de série en Grand Chelem, qui était pour moi hyper important. Je l'avais fait, j'étais rentré à peu près dans les 50 et dans les 30 la même semaine. Et comme tu dis, c'est un truc qui je trouve, est apaisant de savoir ce que tu vas faire. Ouais, Tu vois, tu commences l'année, tu sais que tu vas faire tel tournoi, tu seras tableau dans tous les tournois, tête de série en Grand Chelem, donc tu rencontreras jamais un mec dans les 32 avant le troisième super. tour. Et malgré tout, ça changeait énormément. Et donc, moi, c'était presque un poids, tu vois. Et que toi, tu as dit que tu as pris du temps, que tu avais toujours de l'ambition. Moi, j'ai toujours trouvé que tu avais un jeu extraordinaire. Et pour moi, je suis content de te voir à ce classement-là, même si c'est qu'une étape, parce que pour moi, ta place, elle est là. Et ta place, elle est là. Et je pense que c'est ce qui va aussi te permettre d'aller encore plus loin. Ouais, non, mais carrément, et en fait, ça change tout. Je trouve que ça change tout. En plus, ce truc du top 100, moi, j'ai jamais eu vraiment cette peur d'y accéder parce que j'ai toujours cru que enfin, je fais ça depuis que je suis tout petit, tu as des mecs qui y étaient, que j'ai battu 1000 fois, donc je savais qu'un jour j'y serais. J'ai pas trop senti ce cap. Évidemment, quand tu y es, tout le monde en parle, donc ça crée encore plus, de ça le rend plus gros le truc. Mais moi, c'est vraiment ce truc de je voyais dans les 30 des mecs avec qui j'ai grandi, qui étaient et moi et aussi tu as ce truc-là de quand tu es 80-70, quand tu as un gros tournoi qui arrive, bah, tu redescends 120. Tu sais, tu as toujours ce truc Toi, de ça t'était arrivé moi franchement de ressortir les 100, tu étais rentré dans les 100, puis ressorti. ouais, beh, je l'ai fait plusieurs fois Ouais. pour des blessures ou alors même sans blessure parce que je jouais moins bien et en fait, je trouve que tu as ce truc où tu appréhendes vachement le moment où tu as beaucoup de points qui arrivent. Parce que, bah, quand tu es 80, tu joues les grands chelems, quand tu es 120, tu les joues pas et il y avait toujours ce truc où j'avais un peu la peur du résultat dans l'instant T, de ce que j'essaie de me détacher, tu vois? Ouais, tu étais presque plutôt dans la peur de cette défense de points que C'est plutôt ça, d'aller en gagner et de c'est monter ça. au classement. Moi, j'ai et même quand j'ai commencé à être plus tranquille quand j'étais 60-50 en me disant: «OK, je perds une demi, je redescends 60», mais ce truc-là de sortir des 100, moi, je veux jouer les gros tournois, je veux jouer contre des gros mecs, comme tu dis, planifier en avance, savoir que je vais rentrer dans les tournois. Quand tu es entre 2, c'est chiant parce que tu sais jamais où tu vas jouer, tu sais jamais comment faire, tu te blesses, tu te dis: «Ouais, je suis blessé, mais dans 3 semaines, j'ai ça à défendre». Quand tu arrives, évidemment, tu as ce truc-là de pas jouer de gros en grand chelem, ça change tout, en fait. Aujourd'hui, encore plus avec les Master 1000 sur 2 semaines, je trouve que ça change Ça tellement change tout. tout. Ouais. Tout et moi, du coup, à chaque fois et je sentais que je pouvais, mais je sentais en même temps que j'avais quand même encore des failles dans mon jeu. J'étais pas assez constant. Ça demande de la constance quand même d'arriver à ce classement-là et donc voilà, je suis aussi fier d'avoir réussi parce que ça veut dire que j'ai amélioré certaines choses qui, dans le passé, pouvaient me faire défaut. Tu as gagné un nombre de victoires incroyable contre des joueurs extraordinaires. Aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? C'est, d'aller chercher un titre, que ce soit n'importe un 250, un 500, un 1000, de battre, un numéro 1 mondial? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime encore plus? Bah, moi, en vrai, c'est déjà de gagner mon premier titre parce que j'ai joué 3 finales si je me trompe pas
et j'ai la sensation que la dernière finale, c'est celle que j'ai joué le mieux. Je suis passé un peu à côté, j'ai eu des occasions, mais les 2 autres, j'ai jamais senti que le match pouvait tourner en ma faveur. Là, la dernière, j'étais vraiment proche et je sens que j'ai joué de plus en plus de joueurs comme ça. Je suis capable d'aller aussi d'être constant tout un tournoi, de pouvoir enchaîner. J'ai plus confiance en ça, donc d'aller chercher mon premier titre, peu importe, c'est un 250, 500, peu importe. Le plus gros possible, c'est le mieux, mais ouais, d'aller chercher ce premier titre pour un peu casser ce truc-là de: «OK, j'ai gagné un titre sur le circuit». Quand tu dis que tes 2 premières finales, tu as l'impression de les avoir mal jouées, est-ce que tu as changé un truc psychologiquement pour justement aborder cette troisième finale d'une manière différente? En fait, là, étonnamment, j'étais jeune la première, j'étais vraiment jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était juste avant le covid. Il avait plu, j'avais joué 2 matchs la veille, je suis arrivé, j'étais lessivé et j'ai joué Roublev qui, à ce moment-là, c'était vraiment je venais des qualifs moi, donc c'était vraiment, j'avais battu Raonic, Wawrinka, Verdasco. Pour moi, tu vois, j'avais déjà eu plein de victoires qui étaient, que de mecs que j'avais jamais battus. Donc en une semaine, plein de choses différentes est arrivé et je suis arrivé un peu lessivé en finale. Tu vois, mentalement, j'ai eu du mal à et puis trop envie de gagner, donc je me souviens plus très bien. Mais la deuxième, je l'ai super bien préparée, je me sentais bien et en fait, je pense que j'ai été pris par les émotions. Mon service m'a lâché, je passais plus une première. J'ai l'impression de vraiment passer à côté de ma finale. Donc celle d'après, c'est pareil, je suis arrivé, j'avais pas de bonnes sensations, sur le tournoi, je jouais de mieux en mieux et je suis arrivé en me disant: «Écoute, celle-là, c'est la première fois où en soi, je m'en foutais de perdre». Tu vois? J'y suis arrivé en me disant: «Écoute, de toute façon, ton match, il faut le faire, tu joues Medvedev, c'est un super joueur. On va faire ce qu'il y a à faire comme tu as fait toute la semaine. Tu perds, tu gagnes, on verra». Mais tu vois, je me suis vraiment enlevé, le résultat, de la tête. Je pense que du coup, j'ai été le plus présent vraiment dans chaque point. Même, je sais plus si j'ai gagné le premier set ou perdu, mais je crois que j'ai perdu le premier set. À chaque fois, je me relançais. Tu vois, j'essaie d'enlever le résultat et je pense que c'est comme ça que c'est le plus facile d'être performant, surtout pour des finales, parce qu'au final, ça reste un match comme un autre. Je sens que j'étais le plus proche de la bonne mentalité qu'il faut pour gagner une finale. Tu as quand même un jeu qui est plus ou moins atypique. Je crois que tu es le joueur pour moi le plus atypique du circuit, en tout cas de mon point de vue. Je pense qu'on a vraiment une vision du tennis qui n'est pas la même. Moi, quand je suis sur le Peut-être terrain, la même, mais moi, il y a des choses que tu fais que je suis incapable de faire ouais, aussi. ouais, mais je pense qu'on a quand même pas la même, ouais, tu vois? Faire un service cuillère devant 15 000 personnes, j'aurais jamais été capable de le faire. Et Ah, mais est-ce que tu as eu l'idée? bah, je vais te donner une anecdote. Je suis en Coupe Davis et on est censé jouer l'Espagne en demi-finale en septembre, et à ce moment-là, Rafa est censé jouer, OK. et notre capitaine Yannick Noah, qui a sa vision du tennis, le voit le retourner 8 mètres derrière, et donc j'étais avec Benoît Paire au CNE, en train de faire des paniers de service cuillère. Mais dans ma tête, il était hors de question qu'à un moment devant 17 000 ou 20 000 à Lille, Ouais. en Coupe Davis, contre Rafa, j'allais faire un service Ouais, cuillère. ouais. Non, mais si je le rate et que je me fais siffler, moi, c'est terminé. Donc OK. donc c'est pour ça que je te dis que cette notion-là, oui, ce que tu fais, il y a une grande partie que je suis incapable de faire. Peut-être que Non, je mais fais des quand je dis choses. de pas y penser, c'est pas en mode, moi j'ai l'idée et pas toi. C'est plus dans le sens où parfois, tu sais, tu as une idée parce que, quand je vois Rafa 8 mètres derrière, de faire un service par en haut et de me dire que ça va être efficace, bah, il y a certains points où Ouais, je me non, dis, mais tu vois? Tu vois ouais, ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à un moment je me dis: «Bah, en fait, c'est plus efficace». ouais, ouais, mais moi, c'était juste même impensable. Dans ma OK. tête, c'était impensable, tu vois? Donc pour moi, tu es un joueur extraordinaire avec des capacités hors normes, et donc j'aimerais bien un peu que tu nous décrives ton jeu, tu vois? Parce que moi, j'ai mon avis, mon idée, mais je pense que la personne la plus à même de le faire, c'est toi. Déjà, c'est difficile d'une position extérieure, tu vois? Ou quand tu es toi de décrire la situation. Je pense que c'est normal que ce soit différent, mais moi, ma perception, en fait, c'est que quand on me dit ces choses-là, j'ai du mal à le percevoir. Alors avec, des choses factuelles, comme tu dis, le service à la cuillère, c'est vrai que tu as pas 1000 personnes qui le font, qui ont réussi ou pas, mais qui l'essayent. Donc de ce point de vue-là, OK. Mais moi, je suis toujours dans une stratégie, enfin dans une réflexion de performance. Donc quand je le fais, jamais j'ai réfléchi à faire un coup pour, que ça parle ou pour le public ou tu vois? Ça rentre jamais dans mon schéma de réflexion. C'est toujours quand je comme je te dis, je vois le mec 8 mètres derrière, Jamais. je cherche Ça t'est jamais arrivé je de te faire un coup pour non. rendre fou les gens? Non, mais vraiment jamais Ah, c'est marrant parce et que moi, de temps en temps, je me dis: «Mais il non, mais il est vrai tellement créatif, en fait, je le fais il aime tellement partager, tu vois, des moments de folie avec le public, que je me dis: Bah, en fait, de temps en temps, il le fait presque à con pour eux et non, pas pour lui», tu mais vois? vraiment non. Alors, C'est hyper intéressant parce que, tu vois, moi, non, mais et tu en fait, franchement, moi, bah, enfin, comme toi, tu sais, tu arrives à ta ligne de service, bon, tu es exter, service volé, tu réfléchis à tu regardes le mec, qu'est-ce que je fais? Ou tu le sens un peu et moi, de temps en temps, j'ai l'impression, tu es
Non. Exter? Non. Bah, vas-y, hein, et au moins j'ai pas de coup à jouer parce que je fais ça, je me dis: «Il va pas le voir». Bim, tu vois? Si de temps en temps je le fais, ça fait 6-7 fois que j'ai la balle de jeu, j'y arrive pas, je sers roté, je sers exter, je fais service volley, il me passe. Je me dis: «Mais en vrai, je fais ça» et le mec, il démarre pas, bah, bim, jeu. Ah Et oui. tu vois, ça rentre dans mon schéma, en fait, pas de réflexion, mais dans ma sensation, je sais pas, j'essaie toujours de me fier à mon instinct, moi. C'est quand je fais sur le terrain, c'est pour ça que je réfléchis jamais pour les autres. Mais après, je suis content quand, comme tu dis, ça permet de partager et de créer des moments. Mais moi, quand je rentre sur un terrain, j'essaie justement de mettre ma tête de côté et de me dire: «Mon instinct, il va me guider vers quelque part et même si c'est irrationnel, faut que j'y aille». Parce que c'est comme ça que je me suis construit, comme ça que j'ai gagné des matchs, peut-être comme ça que j'en ai perdu aussi parfois, mais c'est ce qui fait que je suis performant, donc mon instinct, il faut que je sois le plus clair avec moi-même, le plus calme, le plus lucide pour pouvoir le suivre et qu'il y ait pas d'interférence entre qui brouille et qui me brouille de mon instinct, tu vois? Donc honnêtement, je le fais ni pour les gens, ni même pour moi. C'est juste à ce moment-là, c'est le signal qui Ouais. et je le fais, tu vois? Mais en plus, on est dans un sport qui est, je trouve très, stéréotypé. On est vraiment mis, je trouve, dans une case de plus en plus où le moindre mot de travers, la moindre mauvaise réaction, elle est mal perçue, elle passe sur tous les réseaux, on prend des énormes, amendes et donc même si c'est juste un coup et en effet, il y a pas d'effet, de punition, on va dire, mais toi, tu comprends cette réaction que le public peut avoir avec, par exemple, un service cuillère? Voilà, j'ai vu, il y a un tournoi Borges, il y a pas non? longtemps ouais, avec À la lui, balle de match, là? qui fait et tout d'un coup, il se fait siffler alors qu'il est en train de remercier le public et moi, enfin, moi, dans ma tête, je peux pas le comprendre, en fait. Les gens, peut-être que dans 2, 3, 4 ans, en fait, ça sera devenu un coup à part entière du tennis et qui en est un. Mais aujourd'hui, les gens ont une réaction toujours très, très négative, je trouve, par Ouais, rapport à parce que ça. c'est nouveau, je pense. Tu vois, je pense que déjà les gens, leur perception est pas la même que nous parce que nous, on connaît l'activité et puis on est au sein de l'activité. Tu as des gens, tu vois, moi, quand j'étais à une main, par exemple, je jouais des matchs et les gens, ils savaient même pas que j'étais à une main. Tu vois, alors que d'habitude, je suis à deux mains. Il y a des gens qui se rendent pas compte, je prends cet exemple parce que c'est tellement évident que tu vois, tu entends, un passing à faire, tu le fais à une main et les gens, en fait, ils se disent: «Mais pourquoi il fait à une main?» Tu vois? À aucun moment, ils se questionnent et donc pour le service cuillère, c'est nouveau. Je pense qu'ils se questionnent pas de se dire que peut-être il l'a fait parce que, bah, Borges à ce moment-là justement, il gagne le match là-dessus. Parce que le mec, il retourne super bien et que, bah, il est peut-être tendu aussi ou je sais Ouais, et pas puis et je pense qu'il se dit probablement que c'est un retour haut, bombé, revient au milieu du court, le il coup a pas droit, envie de le jouer, ouais, c'est ça? ouais, ouais, Mais tu vois? Et c'est les gens je pense que mais ce qui est normal, on peut pas leur en vouloir parce que c'est pas leur métier. Tu nous quand on va au musée, qu'on regarde, enfin en tout cas moi, quand je regarde une peinture, je regarde la peinture, OK, j'aime, j'aime pas, mais je comprends pas ce qu'il y a la profondeur du truc. Pourquoi le mec il a peint comme ça? Pourquoi il a fait eux, je pense que c'est pareil. Ils regardent le match comme, ils regardent un film. ouais, c'est Et intéressant. et je pense que c'est ça, moi, mais je pense que et d'ailleurs, c'est marrant quand tu dis que contre Nadal, tu voulais pas le faire. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'avoir l'idée, mais pas une fois, hein. Quand j'ai joué Nadal à Roland, je l'ai eu, mais 20 fois l'idée. Parce que le mec, il retourne à Ah ta beh, ligne à chaque fois ah bah, ouais. et j'étais là, mais et tu avais le central. Moi, Rafa, c'est mon idole. J'ai rêvé, mais toute ma vie, de le jouer avant qu'il arrête sa carrière, peu importe où, tu vois? Je m'étais jamais entraîné avec lui, je me retrouve sur le central de Roland Night Session contre lui et je me dis: «Si un coup à la cuillère», parce que je vais certainement perdre, tu vois? Heu, même si j'y allais pour gagner, à un moment, tu te fais une raison quand même pendant le match. Je me dis: «Si moi je me ruine mon moment», tu vois? Même par rapport à l'enfant que j'étais qui rêvait de ce moment, pour un coup que je gagne à la cuillère, ça vaut pas le coup, tu vois? Donc Et tu en as pas fait. donc je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait alors que j'aurais certainement gagné, je pense, 10 points comme ça, tu vois? Et lui peut-être ça l'aurait rendu fou et peut-être que j'en sais rien ce qui se serait Ouais, passé, peut-être que ça aurait rendu tu le vois? match un peu différent, une Parce énergie de que folie ou on n'en sait rien, mais si tout le stade me siffle à ce moment-là, que Nadal, tu vois, il me fait une poignée de main en moyenne et que le mec, tu vois, il se dit: «Mais c'est qui ce mec?» J'aurais été effondré, ouais, tu effondré. tu vois? Mais par rapport à moi, par rapport au mec qui est au tout petit, qui rêvait d'être là, je me suis dit: «Non, vas-y, là, ça vaut pas le coup» et du coup, je peux comprendre les gens qui se disent ça parce que moi, je suis pas quelqu'un d'introverti, on peut me siffler, tu vois? C'est pas ce que je souhaite. Mais en vrai, moi, je suis là pour moi, je fais mon travail, tu vois? Mais tu as des gens, je pense que si tout le stade les siffle, ça les met vraiment dans une position inconfortable. Ah moi Bah, j'aurais donc je peux j'aurais moi j'aurais pas supporté. non, mais donc je peux Moi, j'aurais comprendre pas que parfois, de supporté. toute façon, c'est comme tout dans la vie, tu fais tes choix et tu pèses Ah le oui, bien pour, le sûr. contre et tu entends, il y a trop de contre, en fait, à faire ça. Donc moi, ça m'est arrivé une fois de pas le faire pour ça. Donc c'est pour ça que je comprends aussi, ton raisonnement, tu vois? Tu parlais là, j'en profite, tu disais il y a une période, je jouais à une main suite à ta blessure au poignet. Tu as été l'un des seuls joueurs à, je pense, à le faire, quasiment et surtout à bien le faire.
Et moi, de mon avis extérieur, parce qu'on s'était entraîné un peu, au CNE ensemble quand tu faisais que des slices en 20, j'ai eu l'impression que ça t'a permis de développer d'autres choses dans ton jeu. Tu vois? Par exemple, aujourd'hui, tu fais 1,80 m, la moyenne dans les 100, elle est très élevée, elle est à 88, et je trouve que tu as réussi depuis cette période-là à ton coup droit est beaucoup plus performant, ton slice de revers monstrueux, et du coup ton revers qui était peut-être pas un point, j'irai pas jusqu'à point faible, mais ton coup moins fort, ben, il a beaucoup plus de variété, donc maintenant il est, je trouve, très gênant. Donc comment tu as réussi, tu vois, dans cette phase de ta carrière qui est très compliquée, parce qu'un poignet, on s'arrête, je peux en Le parler, poignet, ouais. de réussir à se dire: «Tu sais quoi? Je vais rester sur le court et surtout je vais rester sur le circuit. Je vais rester sur le circuit sans être à 100 de mes capacités et je vais quand même gagner des matchs et rester là». Parce que c'est hyper fort et je pense que tu es le seul à l'avoir fait. Je pense que ce que ça m'a apporté 1000 choses, tu vois? Et notamment par rapport à la période aussi dans laquelle que je traversais. Ce qui était brutal, c'est que j'avais mon meilleur classement, tu vois? Je crois que j'étais 51 avant la blessure et je me suis blessé en Australie au premier tournoi et je venais de commencer la collaboration avec mon coach. Premier tournoi qu'on fait ensemble. Donc ça m'a appris en fait à déjà à arrêter pas de me plaindre, tu vois? Mais souvent quand on est joueur, tu vois? Je sais pas si toi c'était pareil, mais moi j'avais comme si on attendait d'être sauvé, tu vois? D'avoir, je sais pas, «Ouais, mais mon entraîneur tennis, tu vois, il me juge trop, il m'aide pas assez», toujours d'attendre beaucoup des autres et en gros, c'était vraiment une manière de jouer et en fait, quand j'allais sur le terrain, c'est hyper facile de dire: «Bah, ouais, mais» de se plaindre parce qu'il y a vraiment quelque chose que j'avais en moins et de se cacher derrière ça et en fait, je me suis dit: «OK, c'est un énorme entraînement d'aller sur le terrain et d'accepter d'être battu par des mecs qui peut-être j'aurais battu à 2 mains et de pas me cacher derrière ça». Tu vois? Parce que je suis redescendu au classement. Les gens derrière, ils me demandent mon classement. Tu vois? Moi, j'étais 51, je dois dire je suis 140 et tu sais comment ils sont les gens, si tu pas dans le top 100, ils: «Ah ouais, mais tu es 105 tu un métier à côté?» Tu vois? Bah Je sais pas. bah, Non mais la dernière fois que je prends un taxi, il me dit: «Ah bon, mais vous êtes joueur de tennis?» «Non, oui, ouais, vous avez été combien de 10e?» «Ah ouais, ouais, c'est pas mal». ouais, bah, Donc t'imagines c'est quand tu es donc 200 ou ouais, je 150. l'ai. Les mecs, ils se tu pas respecté et puis tout le système du tennis, il est comme ça, il est basé sur la performance donc d'accepter de redescendre et surtout moi, j'étais persuadé que je pouvais rester dans les 100 comme ça. Tu vois? Je me suis dit, il y avait ce challenge de performance, mais aussi vraiment ce challenge envers moi-même. De moi, je me suis beaucoup, caché derrière des trucs, tu vois? Mais pas à outrance, mais comme tout le monde, tu vois? C'était une manière de me mettre face à moi-même, de me dire: «OK, tu t'es caché derrière plein de choses. Là, c'est le moment de faire face à toi. OK, soit tu y vas, soit tu y vas pas. Si tu y vas comme ça et tu fais de ton mieux et on y va à fond» et j'ai eu la chance que mon entraîneur tu vois, me supporte là-dedans. Parce que quand tu viens de te blesser tu commences avec un joueur, il se blesse direct, il te dit: «Je vais jouer à une main». Ouais, C'est pas cool. je suis d'accord. Mais, dans mon jeu après ouais, ça m'a bridé en fait, j'avais beaucoup moins d'options et ça m'a aidé à me servir de quelques forces. Comme tu dis, le coup droit, d'être obligé de faire plus de service volés, de servir plus fort, ça m'a obligé d'être, bah, dès que tu as une opportunité, il faut y aller parce qu'à une main sinon derrière, tu es mort et ça m'a aidé à justement trouver deux trois points forts et vraiment de les utiliser parce qu'avant j'avais tellement d'options parfois que tu sais plus quoi faire. Du coup, tu fais un peu de tout. Donc, ça m'a aidé là-dedans. C'est pas souhaitable mais en tout cas, je pense que j'ai bien fait de rester sur le circuit. Et puis, tu vois, comme c'est quand tu sors en dehors du circuit, moi, à ce moment-là, je savais pas trop enfin, je savais que je voulais continuer à jouer au tennis, mais c'était un peu flou, tu vois? J'avais l'impression que je passais jamais vraiment ce truc. J'étais toujours entre 2 et en fait, de faire ça, ça m'a permis de rester quand même connecté à mon métier, parce que sinon tu peux vite t'éparpiller. Franchement, je trouve ça remarquable parce que c'est quelque chose qui est extrêmement dur et comme tu le dis, on est tellement axé sur le résultat que c'est dur d'accepter de perdre en ayant une blessure et en jouant à Mais ça 60 à t'apprend à être 60. fier de toi pour Ah d'autres ouais, raisons aussi. et je trouve ça bien. Et je trouve que ça, moi, je sais pas toi Bah, comment c'était, mais moi, c'était le plus dur, c'est d'être fier de moi même quand je perds. mais est-ce qu'il y a un truc, ce que je trouve, c'est que, tu vois, ce que je disais au début, en fait, tu laisses jamais indifférent. Quand on vient te voir jouer, quand on te rencontre, il se passe quelque chose, que ce soit par la magie de ton tennis, parfois ton attitude où tu peux complètement dégoupiller, mais tu laisses pas indifférent et moi je trouve que cette période-là de ta carrière, elle t'a aussi permis à te recentrer malgré tout, tu vois? Ça t'a aidé à être beaucoup plus positif sur le terrain, moins négatif, moins à t'autodétruire parfois. Ah mais parce que je trouve que justement, dans cette destruction
En fait, souvent, on se laisse tomber, tu vois? C'est nous et nous-mêmes et ça m'a appris aussi dans cette période de voir que, bah, en fait, quand tu es plus là, les gens, ils s'en foutent, tu vois? Et ce qui est normal, c'est-à-dire que tu as d'autres joueurs qui arrivent. Moi, personne n'a pris de mes nouvelles et j'en attendais pas, tu vois? Mais c'est juste que inconsciemment, tu as l'impression quand même que c'est une grande famille et en fait, c'est pas du tout ça. Et en fait, quand tu es, moi, j'étais à une main, je faisais mes trucs, mes tournois, j'étais avec mon équipe et ça m'a je le savais, mais ça m'a vraiment montré qu'en fait, ce qui est précieux dans notre sport, c'est vraiment notre entourage et aussi d'être supporter de nous-mêmes. Et moi, j'ai toujours eu du mal avec ça, tu vois? Je me jugeais beaucoup parce que tu as les médias qui parlent derrière quand tu perds, tu as même ton équipe où tu as l'impression de les décevoir, tes parents. Puis moi, comme je te dis, ça faisait longtemps que j'avais envie d'être dans les 30, j'y arrivais pas, donc tu as une forme de frustration et de tu pas fier de toi. Et en fait, ça m'a appris à la fin, j'étais content quand on me demandait mon classement de dire: «Je suis 150, 160» et de voir le mec, tu vois, qui me respecte pas et moi, en fait, j'étais tellement fier de d'où j'étais, des eff parce que je savais les efforts que je faisais au quotidien, la relation que j'avais avec mon équipe, tu vois? C'est hyper précieux les moments que tu passes et en fait, ça m'a beaucoup appris à prendre plaisir et être fier du chemin, plutôt que toujours regarder: «Je veux être là, je veux aller là, je veux aller là» et jamais être satisfait. De prendre du plaisir au quotidien dans OK, on partage, ces moments tous ensemble et c'est cool, en fait. Je suis content de faire ce métier-là. Pour rien au monde, je le changerais. Mon expérience, il y avait quelque chose dont je pouvais souffrir, c'était le regard des autres. J'avais toujours ce besoin d'être parfait. Tu vois? Donc moi, tu m'auras jamais vu, fissuré sur un terrain et pourtant à l'intérieur de moi, Ouais. j'aurais pu tuer tout le monde. Mais on a tous cette un peu cette double personnalité, tu vois? Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on est nombreux à être très différents de comment on est sur le terrain et comment on est en dehors. J'ai beaucoup regardé de tes matchs, tu vois, sur les 8-9 derniers mois, même un peu plus, heu et je trouve que ça a été flagrant. Ça a été vraiment flagrant. Donc suite à cet épisode un peu du poignet, je trouve où là, tu étais très positif et quand tu as retrouvé toutes tes capacités, bah, tu as réussi à maintenir ce cap mental qui, pour moi, était précurseur et c'est ce qui t'a aussi propulsé à ce classement-là, tu vois? Et du coup, je voulais juste te dire bravo pour ça, Non, parce mais que merci, franchement, c'est gentil. c'est vraiment pas évident. Pour réussir à comprendre les choses, parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend, mais qu'on ressent pas vraiment. Tu vois, moi, enfin, de casser des raquettes ou de, je sais pas, me prendre la tête avec l'arbitre ou enfin, je l'ai jamais souhaité. Tu vois, c'est comme si ça s'imposait un peu à moi. Après, tu as des chemins différents, hein, comment tu le gères, tu peux prendre sur toi, mais à un certain moment, pour moi, c'était vraiment trop dur. Tu vois, la rage que j'avais ou l'énervement, ça enfin, ça brûle dans tout mon corps, tu vois? C'était impossible à contenir et surtout, tu as vraiment l'impression que c'est injuste, tu as vraiment l'impression que enfin, tout ton cerveau perçoit les choses différemment, donc il y a quand même un travail en amont et long et ça, c'est les gens aussi qui m'ont aidé autour de moi, de rediriger aussi la perception des choses, tu vois? Au lieu de regarder à cet endroit-là et de voir ça comme une injustice, peut-être regarder sous un autre angle et percevoir la chose différemment et ça aide et ça c'est dur tout seul. Donc évidemment qu'à la fin, c'est toi et toi. Ça, c'est une certitude, personne, et c'est ce que je disais avant, tu vois? Souvent, tu attends d'être sauvé, mais personne qui peut te sauver, en fait. Si toi, tu pas là pour toi et tu pas là pour faire les choses et te questionner dans ta vie sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux devenir et te prendre en main, personne ne le fera à ta place. Mais tu as des gens qui peuvent t'aider à mieux comprendre les choses et moi, ça j'ai eu la chance d'avoir ça. Enfin, j'ai toujours la chance d'avoir ça et je suis hyper reconnaissant de ça parce que c'est dur, tu vois? Tu Enfin, c'est comme je te dis, c'est jamais souhaitable et quand en plus les gens, à chaque fois que tu fais un écart, le republient, en parlent, ça fait que creuser ta tombe, en fait. Tu vois? Donc toi, moi, j'ai jamais été fier, tu vois, d'être entre guillemets «différent» pour cet aspect-là. Moi, je suis super content d'être apaisé parce que c'est pas juste aujourd'hui la rage, je la garde en moi. C'est que j'ai beaucoup moins de rage quand je rate une balle ou quand je c'est beaucoup moins intense. Donc tu vois, moi, je suis content de ça parce que à un moment, je pensais pas que c'était possible. Je comprenais pas, en vrai de vrai, je comprenais pas comment les gens, ils restaient calmes. Moi, le mec, il se trompe sur une balle ou, je rate un coup droit facile ou je sais pas, le mec, il me regarde dans les yeux, je sais pas comment vous faites pour rester calme. Tu pouvais te sentir incompris. Ouais, c'est franchement, en fait, j'avais pas d'armes, tu vois, j'avais envie de faire parce que tout le monde fait ça quasiment, les meilleurs et tout et je disais à mes entraîneurs, parce qu'ils disaient que ça dépend de moi. Je dis: «Je te le jure, moi, je suis hyper motivé, le tennis, c'est toute ma vie, j'y arrive pas». Le mec, il me regarde, j'ai envie de lui sauter dessus, tu vois? Ça s'impose à moi et tu beau respirer, tu beau faire ce que tu veux, un point après, il me regarde, c'est la même chose, tu vois? Donc je suis content d'avoir réussi à baisser ces curseurs-là où je suis j'ai beaucoup moins, la haine aujourd'hui, tu vois? Du coup, il y a ce Corentin-là qui est jeune, qui a grandi, qui a pris en maturité, qui a moins de qui gère mieux la rage au fond de lui et puis il y a un autre Corentin que peu de personnes connaissent finalement,
ce mec qui chante, qui aime la musique, la littérature, c'est qui le vrai Corentin Loco? C'est le mec qui est sur le terrain? C'est le mec en dehors qui avec son micro tout d'un coup écrit des chansons et les chante? En vrai, c'est tout, hein. Je pense on est tous pareils, on a des besoins différents à des moments différents. Tu vois, le stress auquel on est mis et la vie sur le tour, tu la retrouves nulle part ailleurs, l'intensité de tout ça. Comme tu dis, toi, tu es rentré à Lille, je sais pas combien il y a de personnes, 17 000, c'est ça? En finale, 27. 27 000, quand est-ce que ça arrive, tu vois? Que tu as 27 000 personnes chaque seconde qui vont regarder ce que tu fais. Rien que l'entrée sur le terrain, tu vois? Tu marches, tu as ton sac et tu as des gens qui ont dit ton nom et toi tu rentres et tu es comme ça et tu dois défendre les couleurs de ton pays. Ça existe nulle part, tu vois? Donc évidemment que tout est exacerbé, que ça soit la joie ou peu importe, et je pense que ça c'est complètement normal d'être pas différent, mais la même personne, mais d'avoir des réactions différentes en dehors du terrain ou sur le terrain. Tout ce que je fais, dans ma vie, c'est pour essayer justement de plus me comprendre et d'être plus clair avec, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui vraiment me fait du bien, de quoi j'ai vraiment besoin, et ces dernières années, j'ai vraiment creusé sur ce chemin. Je pense que c'est le plus important. On doit tous trouver ça, de quoi on a besoin et aller vers ça, de qui on a envie de s'entourer. Au final, la vie, elle est faite de ça. Quand tu écris tes textes, et là, c'est vraiment une question que je me pose, ça te permet parfois de faire passer les messages, de te libérer, de choses que tu as au fond de toi, ou c'est juste de la création pure? Tu es un mec qui est très créatif sur le terrain, donc c'est une autre manière aussi de, tu vois, de Franchement, créer ça quelque dépend. chose? Ça dépend, mais c'est hyper instinctif en vrai, la musique. C'est une manière de mieux se comprendre parce que parfois tu fasses de la musique ou que tu écrives ou que tu chantes, peu importe, il y a des choses qui sortent de toi dont tu as même pas forcément connaissance ou conscience. Et moi, j'adore l'introspection. J'adore, tu vois, mieux me comprendre, et même des choses que, comme je te dis, ça sort et tu dis: «Mais putain, c'était là tout ce temps, je savais même pas». Ça aide énormément dans la guérison ou dans mieux s'appréhender. Tout ce que je fais dans ma vie va dans cette direction, donc je pense que la musique, c'est la même chose. Cette passion de la musique, du rap, elle t'est venue comment? Elle t'est venue très jeune ou elle t'est venue, tôt ou tard? Elle m'est venue à 12 13 ans quand je suis allé en pôle France. Toi, tu allé en pôle France aussi? Ouais, à Poitiers. Tu es livré à toi-même là-bas. Très jeune. Tu avec des gens de ton âge et tout, mais tu te retrouves face à toi-même assez tôt, Ouais. et je trouve que la musique, en fait, et le rap particulièrement, parce que je trouve que c'est beaucoup plus instinctif le rap que les autres musiques, même si j'aime aussi d'autres types de musique. Souvent, c'est des gens qui ont pas étudié la musique, tu vois? Qui justement, instinctivement, ils te racontent ce qu'ils vivent, c'est hyper, c'est un enfin, ils sortent ce qu'ils ont en eux, de manière, naturelle comme ça, sans trop réfléchir, et moi, c'est ce qui me correspond. C'est ce que je fais sur le terrain, comme je te disais, ou c'est même dans la musique, c'est ce qui me touche. Donc après que l'histoire, elle soit différente de mon histoire ou pas, en fait, ce truc un peu brut, c'est ça qui me touche, et du coup, ça m'a vachement aidé, en fait. Donc j'en ai écouté beaucoup, beaucoup, et après je me suis dit: «Bah, en vrai, autant essayer, peut-être que ça peut m'aider aussi», et surtout j'adore ça. C'est une Ouais, manière ça de permet connecter avec aussi les gens. ouais, ça permet aussi de déconnecter un peu de ce monde du tennis qui est où on a la tête dans le guidon tout le temps. Ça permet de faire d'autres choses, et c'est quelque chose que tu dois continuer après ta carrière? C'est approfondir, peut-être devenir un Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais la musique, ça fera partie de ma vie tout le temps. Après, sous quelle forme, j'en sais rien. Je connecte beaucoup plus facilement avec les artistes ou avec, les gens de ce monde-là que dans le tennis. Après, dès que ça devient professionnel, c'est comme tout, hein, il y a des instituts, il y a des gens qui gèrent ça, où ça devient politique comme dans tout. Mais l'essence et les artistes là-dedans, à la source, ça me parle beaucoup plus. Parce que quand tu échanges, tu parles de la même chose, tu parles d'émotion, tu parles de le retranscrire sur le papier, tu parles de beaucoup de, je sais pas, leur enfance ou de quand ils peu importe, de ta vie, et je trouve que dans le sport, en fait, comme je te disais, on est beaucoup sur la performance, enfin, tu le sais, mais et je trouve que tu as moins ça en musique, parce qu'une musique qui va parler à quelqu'un va pas forcément parler à quelqu'un d'autre. Tu as pas ce truc de: tu as gagné un point, tu l'as gagné. Il y a pas de différentes interprétations. pas de gagnant, il y a Peu pas de importe, perdant. ouais, c'est ça, peu importe ce que tu fais, en fait, faut performer. Tu vois? Au détriment de plein de choses, le plus important, c'est d'être performant, et c'est comme ça que tu es respecté, c'est comme ça qu'on va parler de toi, et c'est là-dessus que tu es censé te construire, et en musique, c'est totalement différent. Tu vois? Moi, de temps en temps, je fais des musiques, franchement, ça sonne pas ouf, mais ça résonne en moi, à moi, pas à d'autres, tu vois? Mais à moi, ça va résonner en moi, et je vais l'écouter de temps en temps, et puis ça va me rappeler, en fait, ce que j'ai traversé, ça m'aide d'une certaine manière. Donc ça fera toujours partie de ma vie. Mais après, ouais, je pense après ma carrière, j'aimerais bien faire, mais complètement différent, tu vois? Devenir DJ, je sais pas, OK, trop ou cool. faire des trucs de moi, mon kiff, ça serait de faire un set à Tomorrowland, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que c'est, Ouais, Tomorrowland? ouais, bien sûr.
d'être, DJ, je sais pas, alors que c'est pas du tout la musique que j'écoute, mais Non, mais de partager avec autant de personnes un son, ça doit être incroyable. On verra. bon, pour terminer, tu es mon premier invité sur mon nouveau podcast, donc je vais te faire une petite interview de tes premières fois. T'inquiète pas, il y a pas de piège, hein. OK? 1re question, la première fois que tu as pris une raquette? On me l'a raconté, mais j'y crois, c'est à 2 ans pour mon anniversaire. C'est ma marraine qui m'a offert ma raquette. La première fois que tu as cassé une raquette? Aucune idée, mais assez tôt malheureusement. Ton premier gros chèque? Après gros, ça dépend, mais je pense Roland-Garros, hein. La première wildcard comme la plupart des Français. Ta première victoire face à un top joueur? Je dirais au Rouennais l'année dernière à Rome. Le premier warning que tu as pris? Pareil, super tôt. Dès les juniors, j'étais toujours, au bord de la suspension. La première fois que tu as fait un service à la cuillère en match officiel? Je sais pas, mais je sais que j'en ai fait un en tennis Europe, donc 13-14 ans à Rome. Et la première fois où tu t'es dit: «Je suis vraiment bon»? Je suis vraiment bon, Coupe Davis au Winner. Je sais non, pas le droit à Bah, ça? si, si, tu étais très bon là. Je sais pas, aucune idée. La première fois que tu as joué contre un des GOAT? Un des 4? Rafa, Roger, Novak ou Andy? C'est pas la première fois, mais Nadal à Roland-Garros. La première fois où tu as pris une sanction économique? C'est la première fois que j'ai gagné mon plus gros chèque aussi, qualif de Roland-Garros. J'ai cassé une raquette et moi je savais pas qu'il y avait des amendes à l'ATP et après j'ai reçu, je crois que c'était 1 500 € ou 1 800 € d'amende et mon entraîneur et mon équipe est allé dans le bureau en disant que je savais pas et ils ont réussi à m'enlever l'amende. Mais mes parents, ils étaient choqués aussi, 1 800 € pour une raquette cassée et heu et ça m'a pas servi de leçon malheureusement, mais c'était la première. Corentin, merci beaucoup. Merci d'avoir été mon premier invité. C'est un exercice nouveau pour moi, donc c'était un peu stressant, mais tu étais le mec parfait pour le faire. Merci Ouais, beaucoup merci et beaucoup. et bon courage pour toute ta carrière. Merci beaucoup, c'était un plaisir.